Et bonjour tout le monde, c'est Kitaro. Et c'est Kamal Tero, ouais. On se retrouve aujourd'hui pour la réponse d'une question qu'on vous avait posée, c'était dans la dernière QMC et tout. Quel est pour vous l'avenir des 7 Shishibukai dans One Piece? Est-ce qu'ils ont d'ailleurs encore un avenir dans l'œuvre de One Piece? Voilà, c'était la question. Et on s'est dit, mais au lieu de tout simplement de lire vos questions et de faire voilà, et ben on va carrément faire une vidéo entière dessus, parce que le sujet est fort intéressant. On a plein de choses à dire, donc qu'est-ce qui va se passer avec les Shichibukai et tout. Déjà, on va donner notre avis et restez bien jusqu'à la fin parce que vous aurez le vôtre. Donc voilà, donc vous allez participer en fait à construire cette hypothèse. Et du coup, à la fin de cette vidéo également, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a une nouvelle question sur les QMC et sur, j'ai envie de dire, les 4 personnages les plus forts de tout le manga peut-être. Restez bien. Avant de commencer, on va faire un petit rappel géopolitique de One Piece. Dans le manga, 3 forces régissent le monde, les amiraux, les empereurs et les capitaines corsaires. Il est donc implicitement expliqué via le personnage de Garp à Water 7 que ces forces se valent et équilibrent alors l'univers de One Piece. En effet, ils sont la balance du pouvoir. Si un tombe, il faut absolument que quelqu'un prenne sa place au plus vite, au risque de déséquilibrer la balance. Exemple, imaginez que la position des corsaires lors de la bataille de Marineford soit inversée, se retrouvant alors du côté de Barbe Blanche. Il n'y aurait eu aucun doute sur l'issue du combat. En plus d'être des forces brutes, ces 3 piliers sont aussi des forces de dissuasion, car en effet, ils peuvent faire pression et ainsi créer de l'intimidation, ce qui permet un équilibre parfait car aucun n'agit. Tant qu'aucune de ces 3 forces ne fait le premier pas, tout va bien, mais lorsque c'est le cas, le monde change. Voilà pourquoi le gouvernement mondial s'efforce à recruter le plus rapidement possible des remplaçants au poste de Shishibukai, après la défaite d'un de ces derniers, pour assurer l'équilibre du monde, bien entendu en leur faveur. Et voilà, après avoir fait une petite piqûre de rappel sur les enjeux géopolitiques du manga de One Piece, qui sont quand même, on va pas dire très importants, c'est peut-être même le sujet le plus important du manga, vraiment, et ben, on va pouvoir passer aux choses sérieuses et surtout beaucoup plus compliquées, parce que vous allez comprendre que la situation même qu'on vient d'expliquer dans cette piqûre de rappel risque fortement de changer, réduisant tout simplement en miettes en fait toutes les idées préconçues sur le monde politique dans One Piece. En effet, depuis l'arc de Dressrosa, nous sommes au courant de la prochaine rêverie, réunion qui a lieu tous les 4 ans à Marijoie, et où se rassemblent tous les rois des différents pays qui forment ensemble le gouvernement mondial. C'est donc un événement extrêmement attendu car il est introduit depuis l'arc d'Alabasta. Nous connaissons le sujet principal de cette réunion étant Monkey D. Dragon, le chef des révolutionnaires et donc première menace du gouvernement, mais cette fois-ci, un autre sujet extrêmement intéressant va avoir lieu cette année. L'abolition des Shishibukai. Souvenez-vous, il y a une personne dans One Piece qui ose défier le gouvernement mondial alors qu'il en fait partie, une personne assez forte pour se faire entendre, une personne faisant d'ailleurs partie des 3 forces équilibrant le monde. Nous voulons bien sûr parler du tigre violet, Fujitora. Il est le premier Marines avec Smoker à remettre en question la fiabilité de l'ordre des corsaires dans One Piece. En effet, ces derniers sont totalement sauvages et incontrôlables, et pour réussir à les dompter, le gouvernement mondial les gracie en échange de leurs services. Accord déjà très fragile, mais surtout très profitable pour les corsaires qui peuvent ainsi user de leur immunité pour se créer leur empire et commettre les pires atrocités, car tant qu'ils ne s'attaquent pas au gouvernement mondial, rien ne leur sera reproché. Chose qui prouve encore une fois que la vie d'être humain n'est rien pour le gouvernement mondial, d'où la célèbre phrase de Isho, « Le gouvernement se croirait-il pour Dieu ?» Bref, tout ça pour dire que la politique dans One Piece n'est pas simple, elle est tellement bien écrite et travaillée que tout paraît vivant et possible. Alors imaginez si l'ordre des Shishibukai, une des 3 puissances, est aboli lors de la prochaine rêverie. De plus, nous connaissons déjà Riku et Cobra. Membres du conseil, ces 2 rois ont été déchus à cause d'un capitaine corsaire. Ils pourront alors faire pression et soutenir l'initiative de Isho lors de la rencontre. Nous avons également Barbe Noire qui profita de son titre pour pénétrer Impel Down et faire évader les pires criminels du monde. Nous connaissons également la démission de Jinbei qui se batta contre le gouvernement à Marineford. Bref, beaucoup de raisons d'abolir ce titre, mais alors, que se passerait-il si ce prestige venait à disparaître ? Comme nous le disions en introduction, cela signifierait un chamboulement énorme dans le monde. Ce serait la fin d'une ère, comme pour Barbe Blanche. Les pirates corsaires seraient traqués, emprisonnés ou pire, tués. Ce qui provoquerait des guerres dans les 4 coins du monde, car ne l'oublions pas,
ces pirates font partie des meilleurs de tous. Jamais ils ne se laisseront faire. Imaginez la marine attaquer Amazon Lily, les amiraux contre Mihawk, et Baggy dans tout ça. Comme nous le disions dans notre vidéo sur Aokiji, une division idéologique au sein même de la marine va se faire alors ressentir. Certains seront aux côtés des Shichibukai et d'autres non. Des camps vont ainsi se former, et quand des camps se forment... Si le titre de capitaine corsaire devait disparaître, dans One Piece cela signifierait indéniablement le début de la Grande Guerre, une guerre mondiale. Et voilà, maintenant passons aux réponses des QMC et donc votre vision sur le futur des Shichibukai. Nous avons sélectionné à la 3ème place un commentaire de Jules Kissut. D'abord, pour résumer, le concept des grands corsaires paraît plutôt flou. En effet, ils ont normalement une sorte de pacte avec la marine, mais la plupart s'en moquent. Mais ce n'est pas seulement pour cela que Fujitora veut les abolir. On sait que plusieurs grandes figures des Marines sont d'accord pour une justice dite plus passive, avec Fujitora, anciennement Aokiji, Garp, Tsuru, Smoker, Koby, éventuellement Sengoku. Et je dois sûrement en oublier. De ce fait, l'abolition voulue par Fujitora pourrait conforter qu'il y ait bien deux grandes pensées dans la marine. Cette nouvelle idéologie pourrait se rapprocher des révolutionnaires, comme l'ambiguïté d'Aokiji, ou tout simplement voir ces Marines ne plus accepter les ordres, mais ce serait dommage de gâcher une si belle opportunité. Pour résumer, l'abolition des grands corsaires va fissurer la marine en deux camps et former des alliances inédites. Un commentaire différent cette fois proposé par Florian Bourgeois qui nous dit « Personnellement, je ne pense pas que les Shichibukai seront supprimés du manga complètement. Je vois plutôt à la place une augmentation des membres vu le danger de certains pirates qu'il y a maintenant. Le gouvernement se sentira sûrement en danger et recrutera plus de membres puissants, voire même va supprimer quelques membres actuels. Si cela se passe comme ça, ce serait l'occasion d'étendre encore plus l'univers de One Piece, en rajoutant encore plus de méchants à l'histoire, des nouveaux fruits du démon, etc. De notre point de vue, on peut imaginer la suppression complète des Shichibukai par le gouvernement, partant du principe qu'ils auraient alors fini d'exploiter la puissance de ces grands pirates, suivant le sens que la défaite de Doflamingo leur ont ouvert les yeux sur le pouvoir qu'ils peuvent avoir grâce au gouvernement mondial, avec Doflamingo au pouvoir à Dressrosa, Doflamingo en contact avec Kaido sans que la marine ne fasse rien. Tout cela peut faire en sorte qu'ils arrêtent de protéger les Shichibukai pour éviter ce genre de danger, indirect certes, mais possiblement dangereux pour eux par la suite. Et nous retrouvons à la première place un énorme pavé de X King Crab X. Attention, commentaire qui résume parfaitement la situation. L'abolition des Shichibukai est à mon sens esquissée depuis déjà pas mal de temps. Oda n'a cessé de nous teaser sur une future guerre interne dans la marine avec d'un côté le mensonge et la corruption et de l'autre la vraie justice. Le gouvernement, son conseil des 5 et ses nobles mondiaux reflètent évidemment les pourris de notre société. Face à eux, on trouve la justice de Koby et ses beaux discours dès les premières pages du manga. Il représente la vraie justice et son évolution sera naturellement un parallèle à cette future guerre civile entre la marine et le gouvernement qui éclatera lorsqu'il sera enfin devenu fier amiral de la justice. C'est pourquoi l'effondrement du système des Shichibukai en sera la première étape. Ils existent avant tout pour créer un rapport de force vis-à-vis des pirates lambda. Le gouvernement mondial leur laisse faire leurs petits bises, ils sont couverts, en échange, ils existent pour ralentir et empêcher l'éveil des pirates tels que les Mugiwara qui chercheraient Raftel d'un peu trop près. Aucun Shichibukai ne souhaite découvrir le One Piece. Teach est hors catégorie, il est plus manipulateur que le gouvernement lui-même. Mais le gouvernement mondial n'avait pas prévu qu'un être comme Luffy puisse un jour exister, c'est le fruit de la civilisation qu'ils ont éradiqué, un être ralliant tous ceux qui croisent à sa cause. Et on va pas tourner autour du fion plus longtemps, faisons un petit tour des liens qui unissent Luffy à certains Shichibukai. Nous avons Hancock, fangirl, future ex-épouse, Law, poteau, Jinbei, poteau, Baggy, poteau diplomatique, Luffy lui en doit une à Marineford, Kuma, poteau du daron, Mihawk, on a vu qu'il fut le premier à réellement estimer la force unique de Luffy, c'est lui qui nous a dit que le pouvoir de rallier les gens autour de soi est le plus effroyable de tous. Parallèlement, une relation maître-élève s'est créée entre lui et Zoro. Crocodile, sans doute pas poteau, cela n'empêche pas qu'il s'est rallié à lui à Marineford et qu'il fut l'un de ses pare-feux les plus décisifs de mémoire, il coupe en deux Akainu à un moment crucial avant que l'eau ne vienne secourir Luffy. Ce qui nous donne déjà 7 Shichibukai derrière Luffy. À partir de là, le système devient obsolète dans tous les cas. Pour la vraie justice, il a toujours été obsolète. On voit d'ailleurs à quel point Fujitora désapprouve ce système à la manière dont il serre sa canne lorsqu'il annonce à Doffy qu'il compte mettre fin à cette carotte. Et il devient aussi obsolète pour le gouvernement, vu que le système se retourne dans un sens contre lui, ne le protégeant plus contre les pirates tels que Luffy, mais au contraire lui donnant encore plus de puissance et de notoriété. C'est donc clair et net, le système sera aboli et la majorité des membres, du moins parmi les 7, feront partie de la grande flotte de Luffy, dans sa quête en tout cas finale d'unifier les mers et remettre le gouvernement à sa place, à savoir en Zonzon.
Et bien voilà pour la question du Mon Corvo de la semaine. En tout cas, eh bien, c'est un réel plaisir de voir que vous êtes toujours aussi nombreux et même de plus en plus nombreux à pouvoir répondre de manière toujours aussi structurée, organisée sur des questions de l'univers de One Piece. C'est pourquoi nous réitérons l'expérience et nous vous proposons alors pour la semaine prochaine de répondre à cette question. Que pensez-vous que Shanks a dit ou fait à Kaido pour empêcher sa venue à Marineford? Théorisez, dites-nous ce que vous avez dans l'esprit, tout ça, et on sélectionne les 3 meilleurs commentaires pour la semaine prochaine. Et voilà, encore une fois, on a pris énormément de plaisir à faire ce genre de vidéo, à l'écrire, on remet un peu en place les enjeux politiques du manga de One Piece, en espérant ne pas vous avoir trop perdu et vous avoir un peu raconté ou expliqué ou mis un peu plus en lumière certaines choses. Merci à tous de nous avoir regardés, c'était El Kitaro et c'était El Gamaltero. Ciao ciao, salut.